12 septembre 2024, jeudi après-midi. Paris, comme toujours, brillait, grouillait et s'écoulait à un rythme épuisant. Juste parallèlement aux Champs-Élysées, devant un centre commercial moderne où scintillaient les vitrines des magasins de luxe et où d'immenses immeubles de verre s'élevaient vers le ciel, la vie suivait son cours normal. Les gens ne pouvaient pas marcher sans regarder leur téléphone. Des images défilaient sans interruption sur les panneaux publicitaires. Les bus électriques s'approchaient silencieusement de l'arrêt. Julian, 6 ans, jouait à un jeu sur sa tablette dernier modèle. C'était un enfant typique de 2024, plus concerné par le monde numérique que par le monde réel qui l'entourait. Ses petits doigts dansaient rapidement sur l'écran. Ses yeux étaient rivés dessus. Sa mère, Claire, tenant fermement la main de son enfant pour préparer le dîner, et Julian marchait presque comme en pilote automatique. C'est à ce moment précis qu'une chose très critique s'est produite. Julian s'arrêta soudainement. Il s'arrêta de telle manière qu'on aurait dit qu'il avait heurté un mur invisible, comme s'il avait subi un choc électrique. La tablette glissa de sa main et tomba sur le trottoir, l'écran se fissura, mais Julian n'eut aucune réaction. Normalement, Julian, qui pleurait pour la moindre rayure, maintenant ne se souciait pas de la tablette, comme si elle n'avait jamais existé. Ses yeux ne regardaient pas l'immeuble de verre ultramoderne d'en face, les vitrines brillantes, les écrans numériques, mais se plissaient, comme s'il regardait l'asphalte sous ses pieds. La terre très profondément sous cet asphalte. Son visage était devenu blanc comme neige, et en même temps il était en état de choc, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, sa respiration s'était accélérée. Claire se pencha avec inquiétude. « Julian, qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Tu as vu quelque chose ?» « Tu as laissé tomber ta tablette. Voyons si elle est cassée. » Julien semblait ne pas entendre la voix de sa mère. Sur son petit visage, il y avait une expression jamais vue auparavant. Une expression inappropriée pour un enfant de 6 ans, rappelant le profond chagrin d'une personne âgée était apparue. Il y avait de la peur dans ses yeux, mais en même temps, le regard de quelqu'un essayant de se souvenir de quelque chose, cherchant un souvenir perdu. D'une voix tremblante, mais avec un ton assez autoritaire et impérieux, il parla. « Maman, pourquoi le chien du boulanger n'aboie-t-il plus maintenant? Il aboyait toujours le matin. Mon pied a glissé sur le chemin boueux, les pins vont se salir, papa va beaucoup se fâcher. Il m'attend, je suis très en retard. » Claire se figea. Que disait Julien? Quel boulanger? Quel chien? En plein centre de Paris en 2024, des chemins boueux? Autour d'eux, il y avait du verre, de l'acier, de l'asphalte. « Julian, tu... » commença-t-elle. Mais Julian ne l'écoutait en aucun cas. L'enfant tremblait maintenant, ses yeux se remplissaient de larmes. Quand ils rentrèrent à la maison, Julian n'était plus cet enfant joyeux et joueur que sa mère et son père Marc connaissaient. Il repoussa d'un revers de la main ses jouets modernes et ses robots colorés clinquants et ornés, ses livres sonores, sa voiture télécommandée. Il ne voulait même pas les regarder. Il refusa de mettre sa tablette en charge, disant « Je ne veux pas de ça, qu'est-ce que c'est ?» comme s'il la voyait pour la première fois. Mais la chose la plus étrange, la plus effrayante, était sa façon de parler. Bien qu'il soit un enfant né en 2024, dans le Paris moderne, en choisissant ses mots, il utilisait de vieilles expressions françaises que plus personne n'utilisait. Au lieu de maison, il disait chaumière. Au lieu de automobile, fiacre. Au lieu de lumière, chandelle. Claire et Marc pensèrent d'abord que c'était un jeu de blague fait consciemment. Ils pensèrent d'abord ainsi, que l'imagination des enfants se développe avec le temps et que peut-être ce qu'il disait était dû à cette raison. Peut-être avait-il appris quelque chose sur l'histoire à l'école, pensèrent-ils. Mais ce jeu de Julian prit une tournure de plus en plus effrayante. Un soir au dîner, refusant ses pâtes préférées qu'on lui avait servies, les pennes à la sauce tomate, il se mit à sangloter. « Encore une assiette vide? Il y a un feu dans le ventre de Pierre, maman. Il meurt de faim. J'entends le bruit des rats. Il court à l'intérieur des murs. Pourquoi ne nous donne-t-il pas de viande? Quand la guerre finira-t-elle? Quand les Prussiens partiront-ils » Ses yeux étaient vraiment remplis de peur. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas un jeu. Julian vivait vraiment la peur. Sa famille ne savait pas qui était cette personne dont Julian parlait sous le nom de Pierre. Le plus étrange était que Julien parlait parfois de lui à la 3e personne du singulier. Il disait « Pierre a faim », pas Julien. Ou il fusionnait son identité avec les souvenirs de Pierre. « Je suis Pierre, mais en même temps je suis Julien. Nous sommes la même personne, maman, tu ne comprends pas ?» Une nuit, pendant que Julien dormait, il se mit soudain à crier et à hurler. Ces moments étaient très effrayants. Quand Marc et Claire coururent dans sa chambre, Julien parlait dans son rêve. Il neige, il fait froid.
Il y a des trous dans mes chaussures. Je ne devrais pas sortir dans la rue, mais papa attend les pains. Le nom de la rue? Rue de l'oubli? Rue de l'oubli? Claire écrivit le nom de cette rue dans son cahier cette nuit-là. Le lendemain matin, elle se mit à examiner les cartes de Paris. Un tel endroit n'existait pas dans cette immense ville. Dans aucune carte moderne, sur Google Maps, dans aucun guide, il n'y avait un lieu ou un endroit quelconque appelé rue de l'oubli. Claire, en tant que professeure d'histoire, était déterminée à résoudre ce mystère. N'obtenant aucun résultat des cartes modernes, elle se rendit aux archives municipales de Paris. Elle commença à examiner les vieilles cartes, les documents datant du XIXe siècle. Après des jours de recherche détaillées et épuisantes, elle fut confrontée à une réalité choquante. Entre 1853 et 1870, un architecte et urbaniste nommé Baron Haussmann avait complètement redessiné Paris de zéro sur ordre de Napoléon III. Les rues étroites et sombres datant du Moyen Âge avaient été détruites, remplacées par de larges boulevards, des parcs, des bâtiments modernes. Pendant cette transformation, des dizaines de milliers de personnes vivant dans les quartiers ouvriers pauvres avaient été expulsées de leurs maisons. Et ces quartiers avaient été effacés des archives, même des cartes. Ces gens avaient littéralement été oubliés au nom de la modernité. Quand Claire ouvrit d'une main tremblante une carte de Paris datant de 1860, elle trouva ce qu'elle cherchait. C'était là, rue de l'oubli, rue de l'oubli. Là où se trouvait maintenant un centre commercial ultramoderne, des immeubles de bureaux en verre, il y avait autrefois une rue étroite et boueuse. Les coordonnées décrites par Julian correspondaient exactement à un quartier ouvrier pauvre qui avait été rasé en 1871, lors de la répression de la Commune de Paris. Claire creusa plus profondément. Elle rechercha qui vivait dans cette rue, et elle trouva une famille de boulangers, Jacques et Blanche. Ils avaient 2 enfants, Marie et Pierre. Les archives étaient très rares car ce n'étaient pas des personnes importantes. Mais Claire avait même trouvé un acte de décès montrant que Pierre était mort en janvier 1871, à l'âge de 7 ans. La cause, malnutrition et maladie. 1871. Le siège de Paris. L'armée prussienne avait assiégé la ville. Les gens avaient lutté contre la faim pendant des mois. Les informations fournies par Julian devenaient de plus en plus détaillées, de plus en plus techniques chaque jour. Il donnait de tels détails que même les historiens étaient étonnés. Un jour, à un professeur d'histoire que Claire recevait chez elle, Julian dit ceci. Pendant le siège, quand la farine était épuisée, les boulangers mélangeaient de la paille et de petites limailles de fer dans le pain. Quand on mordait le pain, les dents faisaient mal car il était très lourd, mais ne nourrissait pas du tout. Papa a été obligé de faire comme ça. Il avait tellement honte. Le professeur Alain Rousseau regarda Claire. Cette information n'existe pas dans les livres d'histoire populaire, mais dans les archives municipales de Paris, il existe des rapports secrets d'inspecteurs datant de 1871. Dans ces rapports, il est écrit que certains boulangers ajoutaient effectivement de la poudre de fer à la farine pour augmenter le poids du pain. Seuls les universitaires connaissent cette information. Comment un enfant de 6 ans peut-il la connaître? Mais le vrai choc se produisit exactement quelques semaines après ces événements. Un matin, Julien prit son père par le bras. « Papa, je dois t'emmener quelque part. Il y a quelque chose d'important. Nous devons trouver. » Marc refusa d'abord cette demande étrange de son fils, mais Julien insista tellement, pleura tellement, qu'il finit par accepter. Julien emmena son père à un chantier de parking couvert moderne au nord de la ville. Comment connaissait-il cet endroit? Claire et Marc ne comprirent pas. Julien n'était jamais allé dans cette zone. Mais comme s'il avait un GPS, il donna des directions sans hésitation. Quand ils entrèrent sur le chantier, ils durent dire aux agents de sécurité que Julian était en cours de traitement psychologique. Julian descendit au niveau le plus bas, vers un niveau de parking jamais vu auparavant. Il courut vers l'un des piliers de béton fraîchement coulés. Montrant le sol avec ses petites mains, il cria « Ici! Oui, papa l'avait exactement enterré ici. Quand les Prussiens sont entrés dans la ville, il avait dit qu'il prendrait tout. La broche en argent de maman et mon cheval en bois. Tout est dans une boîte en métal, juste sous cette pierre. » Les responsables du chantier ne crurent d'abord pas, mais la famille de Julian, avec le soutien du professeur Rousseau, réussit à faire effectuer un petit sondage de fouilles. Les médias commencèrent à s'y intéresser. Les caméras de télévision étaient venues. L'appel atteignait exactement 3 mètres sous la base du parking moderne,
une couche de remblai très ancienne et intéressante de 150 ans. Quand la pioche heurta un son métallique, tout le monde retint son souffle. Les archéologues continuèrent soigneusement les fouilles. Et ils trouvèrent une petite boîte en métal rouillée. À l'intérieur, une vieille broche en argent faite artisanalement, avec la lettre B, blanche dessus, artisanat du 19e siècle. Un petit jouet de cheval en bois taillé au couteau, avec une patte cassée. Malgré les caméras et les journalistes, le silence tomba à ce moment-là. Julian regarda la boîte. Il prit le cheval en bois avec ses petites mains. Avec des attitudes et une maturité impossibles à montrer pour un enfant de 6 ans. Alors que des larmes coulaient de ses yeux, il toucha la patte cassée de son petit doigt minuscule. « Je savais que je te trouverais, Pierre, » murmura-t-il. « Tu n'as plus besoin de te cacher maintenant. Tu n'es plus oublié. » Les recherches approfondies menées après l'événement révélèrent des vérités surprenantes. Un couple de boulangers nommés Jacques et Blanche avait vraiment vécu dans ce quartier. Il fut confirmé qu'ils avaient un fils nommé Pierre. Selon les archives, Pierre était mort à l'âge de 7 ans, par un froid matin de janvier 1871. Grâce aux informations fournies par Julien aux experts, de nombreux détails civils inconnus sur le siège de Paris de 1871 ont été mis au jour. Julien savait tout de manière confirmée sur cette période enregistrée, depuis comment les maisons étaient chauffées à l'époque où on brûlait les meubles, jusqu'au prix de la viande de rat vendue dans les rues. Les chercheurs de l'Université de la Sorbonne confirmèrent que 95% des informations présentées par Julien n'apparaissaient que dans des journaux intimes familiaux très spéciaux de cette époque et dans les procès-verbaux municipaux. Le professeur Rousseau déclara lors d'une conférence de presse « Cet enfant possède des informations spéciales auxquelles il ne pourrait en aucun cas accéder de toute sa vie. » Soit nous vivons une coïncidence incroyable, soit nous sommes confrontés à un phénomène que la science ne peut encore expliquer. Aujourd'hui, Julian a 8 ans. Depuis ce jour, les souvenirs appartenant à Pierre ont commencé à s'estomper lentement, comme un rêve. Julian aime à nouveau jouer au football, jouer à des jeux numériques avec ses amis, s'occuper de sa tablette. Maintenant, il prend plaisir à faire les activités que font les enfants normaux de son âge. Mais certaines choses ont changé. Il ne refuse plus les légumes au repas, il ne gaspille jamais son pain, il ramasse chaque miette. Il a peur de sortir dans le froid. Cette broche en argent et ce petit cheval en bois sont maintenant exposés au Musée d'Histoire de Paris, dans une section spéciale intitulée « Témoins des vies oubliées, les trésors de la rue de l'oubli ». Chaque jour, des centaines de personnes viennent, regardent ce petit jouet, lisent, apprennent et comprennent l'histoire de Pierre. Le professeur Rousseau écrivit ceci dans le rapport scientifique qu'il prépara sur Julian. L'histoire suit la trace de toutes les âmes, pas seulement celle des rois et des héros. Julian était la voix revenue de Pierre, juste pour être rappelé, pour ne pas être oublié. Pierre n'est plus un fantôme, mais une partie honorée et commémorée de l'histoire. Peut-être que certaines âmes reviennent pour compléter leurs histoires. Julian murmure encore parfois dans son sommeil, mais cette fois non pas avec peur et douleur, mais avec paix. Le soleil brille, maman, les fleurs vont repousser, je n'ai plus froid. Claire, en caressant les cheveux de son fils, pense « Peut-être que la réincarnation n'est qu'une seconde chance que la nature nous offre pour compléter les histoires inachevées, se souvenir des oubliés, chercher la justice. » Pierre avait été oublié, mais Julian l'a ramené. Et maintenant, 150 ans plus tard, Pierre aussi, comme Julian, peut dormir en paix.